Yes, 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 yes. Vous écoutez Paul Hip Hop sur les ondes de choc.ca, votre référence ukamienne en matière de hip hop et en matière de bon son en tout genre. Ce qu'on écoutait, c'était un extrait de la compilation. Je dois dire un petit peu connu quand même, Digital Zandoli, le premier volume. Et je voulais jouer ça puisqu'on a Zandoli 2 dans les studios. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Yes, bienvenue une nouvelle fois, puisque Glosy, c'est pas la première fois que t'es là. T'étais venu voir nos compagnons de Palma Disco pour l'émission. Oui. Émission échantillon, c'est ça? Oui. Voilà, j'avais envie de vous avoir tous les deux parce que je voyais tonton Osman taper ses synthés sur Instagram. J'étais comme, c'était pas un DJ à la base, mais il fait ça aussi. C'est un gars multitalent et toi aussi Glosy, t'es une femme multitalent. Mais avant qu'on explore tout ça, j'aimerais connaître un petit peu vos backgrounds en tant que DJ et en tant que mélomane, parce que voilà, c'est assez connu. Vous avez votre son, votre vibe quand vous faites des DJ sets, et donc j'aimerais un petit peu connaître le background de ça. Donc comment est-ce que vous avez commencé à DJ et c'est quoi vos références musicales avant de commencer à mixer? Okay. Alors, j'ai commencé. Donc, moi, j'appelle Glosy, Gloria. Mon nom d'artiste, c'est Glosy. J'ai commencé surtout en art visuel. Donc, c'est surtout là-dedans que j'étais. Puis, je suis tombée dans le monde du DJing par le biais d'un ami. J'ai appris à mixer avec des vinyles en raison de son amour pour les vinyles. Donc, shout out à Javan, qui est celui qui m'a appris à mixer avec des vinyles, qui m'a introduit à tout ça. Puis c'est à peu près dans la même période que j'ai appris à connaître Osman. Mm-hmm. À cette période-là, il m'avait approché avec son collectif Absolute Eye pour faire une interview concernant mon art visuel, donc mes œuvres, mon graphisme que je faisais, comment j'incorporais photo avec peinture et tout ce qui était électronique aussi. Numérique plutôt, pardon. Puis, c'est ça, en même temps, j'apprenais à DJ, à mixer, puis à un moment donné, je faisais de petites soirées chez moi qui s'appelaient les Glosy Rooms, qui sont un clin d'œil au Boiler Room. Puis juste comme ça, lui aussi, il mixait, puis je lui disais, OK, mais tu peux venir si ça te dit de mixer. Moi, je viens de commencer, donc je disais de pas s'attendre à grand-chose, parce que je venais vraiment de commencer, que j'avais les basics quand même, mais qu'il y avait encore de la pratique et tout. C'était il y a combien d'années, ça? 1 an et demi. Ah ouais, OK. Maintenant, oui. Et c'est allé très vite pour toi, alors. OK, oui, parce que qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'on a fait la soirée. C'est la première fois qu'on faisait un back-to-back, qu'on n'avait jamais fait ça ensemble avant, et comme ça a juste fonctionné, comme it was flowing. C'était juste génial sur le coup. Donc là, je rappelle que cette journée-là, on s'est dit... OK, mais est-ce que t'es partant qu'on fasse comme un duo ensemble et tout? Parce que j'aime pas tant mixer tout seul. Puis on était comme, OK. Ouais. Puis donc, on était comme, mais t'es sérieux? Ou comme, t'es sérieux? Puis on était comme, oui, on est sérieux. On va vraiment aller là-dedans. Peu de temps après, on a trouvé notre nom Zandoli qui est inspiré d'une track qu'on aimait beaucoup. En fait, c'est surtout parce que la première fois que quand elle a commencé à me parler de ce qu'elle faisait, Glosy Room and stuff, je lui ai demandé, c'est quoi ton record préféré du moment? Et c'était un record qu'elle avait acheté à la Rama, qui s'appelle Digital Zandoli. La compilation. La deuxième. Le 2. Okay. Et en fait, c'était déjà dans Zandoli 2. Et quand on s'est assis et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout que moi, en fait, pour un peu rewind, là, moi, j'ai commencé avec la production d'abord. Ouais. J'ai commencé la production depuis 2016 maintenant. Et j'avais déjà aussi DJ de temps à autre à des fêtes d'amis, mais c'était jamais vraiment sérieux. Je pratiquais pas vraiment. J'avais un controller chez moi, mais je pratiquais pas vraiment. Mais j'aimais quand même bien DJ, mais j'étais tellement concentré sur la production que ça prenait la majorité de mon temps. Et en fait, c'est depuis vraiment cette soirée-là que j'ai eu le petit déclic là, et je me suis dit que peut-être ça peut être cool de faire ça plus régulièrement, et j'ai pas forcément envie de faire ça tout seul. J'ai pas envie de me retrouver toujours être à DJ tout seul et tout ça. Donc on a commencé et ça a bien marché, et donc ça c'est venu de là, Zandoli 2, parce que moi j'avais commencé avec controller, et elle aussi elle a commencé avec vinyle. Donc c'était vraiment le blend qui était intéressant. C'était une artiste visuelle, moi j'étais un
producer et compositeur musical. Et c'est ça, c'est vraiment le blend qu'on s'est dit, on va enlever le digital parce qu'on n'est pas digital, on va pas s'appeler Digital Zandolite. C'est ça. Et au début, on était un peu réticents, mais j'étais en mode, pourquoi pas? C'est logique, ça sonne bien. Et après, on est allé faire plus de recherches sur le mot. Et par magie, on a découvert que Zandoli, ça veut dire, c'est un type de caméléon dans la Guadeloupe, Martinique. Mais dans les Caraïbes, en général, c'est un terme qui est utilisé en créole haïtien, on va dire zandolite. Comme quand j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit qu'il disait juste zandolite avec le TE. Tandis que dans d'autres régions, on peut dire le terme zandoli. Donc, l'idée d'un caméléon, c'est qu'il arrive à justement aller dans différents milieux. Il se fond dans le décor, mais il arrive quand même à se démarquer en quelque sorte. Ouais. Donc, on trouvait que c'était très cool puisque zandoli, c'est le mélange de tellement de trucs et il y a tellement d'autres choses, d'autres facettes qui vont s'y ajouter. Jusqu'on a commencé, je faisais de l'art visuel et du DJing. Osman faisait du producing et du DJing aussi. Puis maintenant, c'est rendu que j'ai commencé à produce aussi, donc à incorporer aussi l'art visuel avec nos performances, donc que ce soit des habits faits pour les performances, des visuels aussi. Donc, il y a tout le temps tellement d'éléments qui s'ajoutent, que c'est ça aussi qui est charmant avec le fait d'avoir un nom qui veut dire caméléon. C'est vraiment l'idée qu'il va juste se promener partout, puis peu importe où est-ce qu'il est, il va trouver une façon de s'adapter. Puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire justement avec notre art. Ben, plus d'exceller que de s'adapter, mais voilà. Ouais, c'est ça. Digital Zandoli, une série de compilations, parce que c'est vous faites référence au volume 2 pour des raisons, pour plusieurs raisons, comme vous l'avez expliqué, mais il paraît qu'il y a un volume 3 qui est en préparation. Oui, j'ai vu ça sur... J'ai vu ça sur quelque part, sur un blog en tout cas. Le label il me semble qu'il a mis en place, Heavenly Sweetness, avait annoncé un volume 3. Moi, ce que j'avais joué, c'était un extrait du volume 1, donc c'est assez drôle. Moi, j'ai jamais écouté le volume 2 en fait, parce que j'ai pas pu le trouver. J'aime pas trop commander des vinyles, puis il n'était pas disponible sur Bandcamp, donc voilà. Vous aviez mentionné l'aspect comme multiformat de vos performances, donc le fait que quand vous performez, vous aimez mettre à jour l'espace, donc l'adapter à l'atmosphère que vous avez envie d'amener. Parlez-moi un petit peu de ça. Vous avez comme lancé votre site internet récemment. Vous avez essayé de rebrander le truc avec des nouvelles photos de presse. C'était nice. Donc, c'est d'où vient cette... Glosy, je sais que tu as une opinion là-dessus, là, sur la liaison entre les différents formats d'art. Donc, d'où ça vient, cette réflexion-là, et cette idée de faire un art total je pense qu'en fait, tous les deux aussi, on était quand même assez sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Ouais. C'est que au final, l'art, c'est juste pour s'exprimer. On comprenait ça. C'est juste qu'à ce moment de notre vie, au moment où on s'est rencontrés, c'est juste que elle était plus en train de faire de l'art visuel, moi j'étais plus en train de faire de la production, et on a décidé de s'exprimer ensemble à travers le DJing, mais ça s'arrêtait pas là. On savait très bien que ça s'arrêtait pas là et que ça allait être à tous les niveaux, que ce soit avec les habits, que ce soit avec l'atmosphère qu'on veut créer avec tout ce qui est visuals, et que ça soit aussi avec le stage design, que ça soit avec les musiques sélectionnées aussi, c'est important. Et en fait, juste au final, juste s'adapter en quelque sorte, mais juste pouvoir montrer que on s'est rebrand en tant que pas une seule chose en fait. C'est tellement vaste, c'est tellement laisser en fait la liberté, en fait nous laisser cette liberté là de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, et tant que ça soit bon en fait, c'est ça juste le dénominateur commun en fait, c'est que ça soit good music, et c'était vraiment ça là. Je dirais aussi que je vois pas nécessairement comme un rebranding. Donc, juste une petite anecdote comme ça, c'est pendant les vacances, on avait beaucoup de sets séparés, mais aussi des sets ensemble. Comme juste pour donner une idée, des fois par semaine, on pouvait avoir jusqu'à 8 sets séparés, combinés. Donc, ça veut dire plus qu'un set par jour, littéralement. Ouais. Puis, je pense que c'est quelque chose qui a fait en sorte que on avait moins le temps de vraiment se poser des questions sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on était comme entité, sur ce qu'on voulait représenter, autant les deux ensemble que les deux séparés, parce qu'on a aussi des artistes séparément et ensemble. Donc, je pense qu'en fait, le site, c'était juste
une façon pour nous une façon pour nous de montrer qu'on avait repris contrôle un peu d'un bateau qui avait été laissé sur pilote automatique pendant l'été, puisqu'on était tellement bookés, qu'on donnait tellement de notre temps à d'autres initiatives qu'on n'avait pas le temps de mettre ce temps-là sur nous-mêmes, donc de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on a vraiment accompli ce qu'on s'est dit qu'on allait faire depuis le début, est-ce qu'on est satisfait des visuels qui accompagnent nos performances, est-ce qu'on est satisfait des DJ sets qu'on fait. Donc ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'à la fin de l'été, on a été dans un chalet à une semaine, puis c'est une période de courant d'accueil, on est revenu aussi sur notre été vraiment chargé, puis aussi qu'on est juste revenu sur comme qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on veut aller de l'avant et compagnie. Donc, c'est en fonction de ça qu'on a lancé le site web et qu'on a aussi lancé notre événement qui est en ce moment aux 2 mois, qui s'appelle Vice Versa. Parce qu'on a tout le temps cette idée-là de faire un événement, mais de faire un événement qui soit complètement à notre image. Donc, on parle de l'espace, on parle des visuels, on parle de l'atmosphère, on parle de la sécurité des gens aussi sur la piste de danse. Donc, en fonction de ça, on s'est dit, OK, ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre sur la table de le faire. Et ça, c'est quelque chose dont on est tous les deux très fiers d'avoir eu la première édition qui a très bien été, mais aussi de regarder d'encore un peu être sur un nuage et se dire OK, on l'a vraiment fait, donc on est capable. Puis aussi de réaliser que le simple fait de nous être réitéré ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, d'avoir été clair avec nous-mêmes, mais aussi avec les gens avec qui on travaille, ça fait en sorte qu'on a pu tellement avancer et progresser dans les derniers mois. Plus que dans une autre période de durée, c'est vraiment ça, c'est le fait de... Au final, pas quand tu fais rien, mais en fait, c'est juste ne rien faire pour pouvoir préparer ce que tu vas faire et juste prendre du recul pour mieux avancer, aussi simple que ça. Et on a réussi à le faire, c'était important parce que c'est bien de faire les choses bien, parce que même pendant la période où on était concentré, on était juste bookés, on faisait nos sets, et au final, tu te reposes, t'as pas le temps, en fait, tu te reposes, t'as un autre set, tu te reposes, t'as un autre set, tu enchaînes. T'as pas vraiment le temps de juste de regarder et te dire que est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai moins bien fait ça, est-ce que j'ai plus eu le temps. Moi par exemple, j'avais moins le temps de faire de production, et c'est vraiment ces choses-là qui sont importantes en fait en tant qu'artiste, et on l'oublie souvent, c'est qu'on n'est pas obligé d'être partout. On n'est pas obligé, des fois il faut prendre son temps et juste s'asseoir et faire le bilan, comme un peu quand on le fait à l'école, on le fait dans toute notre vie. Pourquoi dans l'art on pourrait pas le faire? Et c'est la même chose, on a réussi à faire ce bilan là, et on a dit on voulait vraiment que cette fin 2019 elle soit à l'image de ce que la prochaine décennie va être pour nous aussi, parce qu'on entre bien sûr en 2020, et on voulait vraiment commencer, pas attendre 2020 pour commencer ce qu'on veut vraiment faire, commencer dès maintenant et espérer qu'en 2020 ça soit sur la continuité en fait. Et j'ai l'impression que pour vous vraiment la prochaine étape c'est surtout vous approprier votre espace. La notion d'espace, elle est très importante. Glosy, tu politises beaucoup ton rapport au monde musical. On le sait très bien, à Montréal, il y a beaucoup de propriétaires de bars qui sont un peu racistes, qui sont réticents à faire booker même avoir des DJ qui jouent des musiques noires en général. Moi j'ai parfois des sets où on refuse que je joue du hip-hop, et ça arrive encore aujourd'hui. Donc je trouve ça intéressant, la notion de réapproprier votre espace, quitte à louer une salle pour vraiment dire là c'est nous, et puis si tu as envie de t'intégrer à ça, t'es invité, et sinon c'est vraiment ça, parce qu'au final on s'est rendu compte, c'est bien, on a réussi à faire, on a eu beaucoup d'expérience en faisant nos DJ sets, en étant bookés, en allant dans des bars, en allant dans des salles, en faisant des événements, festivals ou autres, mais il y a rien de mieux artistiquement parlant. Il y a rien de mieux artistiquement parlant de pouvoir tout faire soi-même. Et ça, c'est un truc qu'on a appris par le dur en fait, et on l'a réalisé. C'est vrai que c'est pas facile certes, mais il y a rien de plus gratifiant, il y a rien de plus, c'est juste, c'est naturel en fait, c'est ça.
Glosy, est-ce Oui. que tu pourrais, je parlais du fait que tu politises ton rapport à la musique. Durant l'entrevue que tu avais faite avec Palma Disco, tu avais rappelé entre autres le fait que des genres comme la techno et la house, c'est des musiques noires. Et toi, il y a vraiment... en tout cas, ce que tu mets en avant quand tu donnes des entrevues, c'est que la musique, c'est ça le plus important. C'est pas la starification du DJ, c'est vraiment la musique d'abord, et il y a des humains derrière ça. Donc, est-ce que tu pourrais me parler de tout ce processus peut-être intellectuel et artistique qui t'a amené à penser comme ça? Eh bien, bien sûr, je veux dire, pendant des sets et tout, quand j'ai commencé à faire les sets, c'est sûr qu'il y avait un stress fou, donc je n'avais pas nécessairement un rapport avec la foule, puisque j'étais tellement concentrée à juste maîtriser tous les aspects techniques. En surtout plus, avec... tu mixes vinyle. C'est ça, donc je veux dire que les premières fois dans les soirées, j'avais pas pensé à amener un poids pour mes vinyles, ça a été quelque chose comme soirée. Mais en fait, c'est au fur et à mesure que j'ai réussi à m'adapter aux tables tournantes, mais aussi aux CDJ, que j'ai appris justement à force de jouer dans les clubs où est-ce qu'il n'y avait pas de table tournante fonctionnelle. Donc j'ai dû apprendre comment me débrouiller avec des CDJ. C'est un gros problème. Oh oui, oh que oui. Ouais, Donc t'es mieux de savoir comment faire les CDJ parce que sinon t'es vraiment mal pris ou mal prise. Oui, et dans le fond, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un contact beaucoup plus direct avec la foule. Puis j'ai réalisé juste à quel point par la musique, des trucs magnifiques pouvaient se passer sur la piste de danse. Et c'est quelque chose aussi que j'ai appris à vraiment apprécier et à adorer. C'est de voir des personnes qui reviennent sur la piste de danse, pas parce que la salle est cool, pas parce que ils aiment notre visage et tout, mais juste parce qu'ils se rappellent de la musique qui leur a juste permis pour ce moment-là d'oublier les soucis de la vie et de juste être dans le moment présent et de s'amuser, d'avoir du plaisir, de développer des amitiés sur la piste de danse aussi. Donc c'est à force de voir ces types d'interactions devant moi où c'est comment ces interactions-là changeaient au fur et à mesure que les musiques changeaient, que j'en suis venue à cette idée-là que c'est pas une affaire de je vais être DJ parce que je veux que les gens me reconnaissent ou que les gens me voient et se disent oh my god c'est Glosy ou pour avoir des guests ou des trucs comme ça. Et je pense qu'il y a plusieurs autres DJ qui ont cette mentalité-là aussi. C'est vraiment l'idée d'être dans ce moment où est-ce que tu as le pouvoir par la musique de faire oublier aux gens leur malheur pour le moment de 45 minutes, 1 heure, 3 heures, peut-être toute une nuit aussi, dépendant de quel événement tu fais, et de juste les emmener dans un voyage. En quelque sorte, parce que la musique, comment je pourrais dire ça, c'est quelque chose qui vient chercher, mais c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement de pouvoir justement altérer les émotions de manière très significative pour certaines personnes, mais pour tout le monde en général, mais de manière plus significative pour certains. Donc, en fonction de ça, qu'est-ce que je me dis, c'est que pendant les DJ sets, je suis le pilote d'une navette spatiale et j'emmène les gens dans un monde autre. Je me dis, c'est juste ça que je fais, je les emmène dans un autre moment. Et si pendant cette période-là, je peux faire en sorte qu'ils s'amusent, qu'ils aient du plaisir, qu'ils découvrent des musiques, qu'ils découvrent des sensations qu'ils n'avaient jamais vécues avant, mon travail est fait. Et c'est vraiment en fonction de ça que j'ai développé cette idée-là de vraiment que les DJ, en fait, est tout simplement le pilote. Ou le maestro en quelque sorte, et que c'est à travers la musique qui dirige les gens dans différents voyages. Donc des fois, il y a des voyages qui peuvent être plus tristes, il y a des voyages qui peuvent être plus joyeux, il y a des voyages qui peuvent être plus mélancoliques. Puis je pense que c'est vraiment ça l'essence même d'être DJ, honnêtement, c'est de pouvoir pendant un moment juste amener tous ces gens-là avec toi, les amener à te suivre sans avoir à dire un mot. Ce que je trouve qui est vraiment génial, qui est formidable. Tu parles même pas, mais ils te suivent quand même dans ce délire-là. Donc, c'est ça. Il y a un truc... c'est... Bon, certaines personnes vont peut-être penser que c'est l'évidence même, mais en fait, il y a beaucoup... On a la plupart des gens qui connaissent pas le milieu des DJ, ils ont cette image caricaturale du mec qui fait ça pour son ego et qui lève les bras devant la foule et qui dit regardez-moi, je joue le son que tout le monde aime déjà, mais je vous rappelle pour que vous m'aimiez moi, tu sais. Alors que bon, c'est une expérience partagée, et puis mettre quelqu'un sur un piédestal, ben ça donne pas nécessairement une bonne vibe au bout du compte. Donc je trouve ça vraiment bien.
Osman, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton style de production. C'est quoi tes références en termes d'instruments, en termes de musiciens, et comment ça a commencé tout ça? Ça, c'est une bonne question. En fait, j'ai commencé surtout parce que j'avais un ami qui faisait la production. Ça commence toujours par quelqu'un autour de toi. C'est toujours comme ça. En fait, moi, j'avais commencé en rappant. Je faisais vraiment fan. Je suis un grand fan de hip-hop, of course. Et il faisait les productions. On les faisait ensemble, mais j'avais pas la théorie. Donc, t'es toujours la personne qui dit oui, est-ce que tu peux faire ça, alors que tu sais pas le faire. Et je m'étais dit, il faut que j'apprenne par moi-même. Et je me suis acheté mon piano, j'ai commencé à faire la production. À l'époque, c'est sûr que au fil des années, tes influences changent un peu. Surtout quand tu découvres la production, tu découvres des nouvelles choses, des théories, tu arrives à savoir un peu où tu veux aller. Mais je pourrais dire un peu que dans mes influences, étant donné que je vis à Montréal, il y a Kaytranada, ça c'est sûr. Mais après, tout ce qui est dans hip-hop, il y a JD, Pete Rock, Madlib, tous ces énormes producers qui ont influencé. Tous les mecs qui sont out there. C'est ça, en fait, qui t'ont influencé. Ça, c'était vraiment au début, mais en cherchant un peu plus, c'est sûr que t'as des affinités avec certains artistes que t'écoutes peut-être moins au final, et c'est plus eux qui vont t'influencer à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé en fait produire. Et c'est vraiment ça. Après, moi, au début, c'est sûr que je faisais beaucoup plus de production hip-hop, mais comme toute chose dans l'art, ça évolue avec la personne. Et aujourd'hui, c'est sûr que je fais beaucoup moins de production hip-hop. C'est sûr, il y a énormément d'éléments, c'est ça, comme je voulais dire un peu dans les théories et tout ce qui est les techniques de JD et Madlib et toute cette génération-là de utilisation de comment ça s'appelle, de machines, de Akai et stuff like that. Micro-sampling, là, c'est sampler des trucs très particuliers. Toutes ces techniques-là, je les utilise dans mes productions, même si je fais plus de hip-hop pur. Ça m'arrive bien sûr de toujours faire quelques tracks hip-hop pour me faire plaisir, mais naturellement, j'en fais plus autant que j'en faisais avant. Mais c'est vraiment ça, c'est utiliser tout autour en fait. Maintenant, m'influence plus ou moins. Je peux être sur Instagram, regarder une vidéo d'un ami à moi, comme regarder une vidéo de Robert Glasper, de Tom Misch, et juste en mode oh shit, I want to do that. Tu écoutes des drums de Youssef Dayes, t'as envie de reproduire plus ou moins la même chose, mais c'est vraiment ça, c'est être influencé par plus ou moins tout le monde et tout autour de toi. Tu marches dans la rue, t'entends quelque chose, c'est ça qui t'influence. Et c'est vraiment passer ce cap-là d'avoir quelques inspirations major qui vont toujours t'accompagner parce que c'est les artistes que tu as écoutés le plus dans ta vie, qui sont pour moi par exemple Jay Dilla, Kaytranada et tous ces producteurs-là, Kanye, I don't know, Pharrell, Timbaland. C'est sûr que c'est des gens que j'ai écoutés durant toute ma jeunesse, et inconsciemment, parce que c'est plus vraiment des gens que j'écoute aujourd'hui tous les jours, inconsciemment ils vont m'influencer dans mes productions parce que ça m'a bercé pendant 10, 15, 20 ans, et incorporer tout ça à ce que j'écoute aujourd'hui et tout le background que j'ai, puisque moi j'ai pas vécu toujours à Montréal, j'ai vécu beaucoup en Afrique de l'Ouest, tout ce background d'instruments africains, de vraiment ouest africain, et vraiment ces sonorités, ces percussions, et mélanger tout ça et faire une petite sauce. Donc tu sais pas dans quelle direction tu vas aller au final, c'est ça, tu commences une production et ça peut aller dans tous les sens. Je trouve ça cool que t'as mentionné Robert Glasper, Youssef Dayes, et puis toute cette nouvelle vague de jazz là qui est arrivée. C'est quand même incroyable que le jazz soit redevenu mainstream comme ça, hein. Il a toujours été plus ou moins mainstream. C'est sûr qu'il y a la période où la technologie a fait surface. Quand les machines sont sorties, les gens ont décidé, je vais arrêter d'apprendre à faire des drums, je vais juste m'occuper à utiliser mon Roland 808 ou mon Akai MPC. Ils se sont dit que je vais tester ça parce que c'était nouveau, un peu comme les téléphones. Tu vas pas essayer d'avoir un Nokia alors aujourd'hui tu peux te permettre d'avoir un iPhone ou un Samsung, et après ça va revenir parce que certaines personnes n'ont jamais oublié.
Ouais. Et il y a certaines personnes qui l'ont oublié parce que c'est compréhensible. C'est tout ce qui est, par exemple, Kanye, quand on écoute les productions de Kanye au début de sa carrière et dans ses albums 2007 till now, c'était du sampling. Après, il est passé plus dans tout ce qui est utilisation de autotune et vraiment instruments synthé particuliers, vraiment beaucoup de technologie en fait. Et c'est là on revient à la base, on se dit que en fait, on n'a pas besoin de choisir. Ouais, c'est ça qui est bien aujourd'hui. On peut juste tout utiliser. Et quand on voit des gens comme Youssef Dayes et tout ce qui est Robert Glasper, tous les instrumentalistes. Comme Williams. C'est ça, c'est des gens qui peuvent, ils se disent, je sais utiliser les machines, je sais aussi utiliser mes instruments live, pourquoi pas mélanger les deux. C'est quoi ton album préféré de Kanye? Mon album préféré juste comme ça. Mon album préféré de Kanye, je dirais Late Registration. Je dirais, j'ai une préférence pour ça ou College Dropout. Après, c'est vraiment parce que c'est des albums qui m'ont marqué. C'est sûr que je trouve Maturité, tout le monde va dire My Beautiful Twisted Dark Fantasy, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il a une maturité par rapport à cette époque-là. Il a sorti un album qui disait juste je suis le meilleur en fait, tout simplement, juste au top, alors que des productions dans Late Registration, College Dropout, c'est plus des productions que je suis plus à même d'aimer, avec tous les samples soulful, tout ça. C'est sûr que il y a je sais pas quel média qui a dit que Dark Fantasy c'était l'album de la décennie. Billboard. Billboard, ils ont dit que c'était l'album de la décennie. Probable parce que quand on regarde tout ce que les artistes font aujourd'hui, c'était vraiment un tournant, on va être clair, surtout au niveau pour le hip-hop. C'était vraiment un tournant parce que j'ai une théorie qui dit que Travis, c'est le Kanye de My Beautiful Twisted Dark Fantasy dans tout ce qui est utilisation d'autotune. Et il a feed off et aujourd'hui ça fait partie des... Il n'y aurait pas Kanye aujourd'hui sans Travis. Donc, il n'y aurait pas de chance. Il n'y aurait pas Kanye sans chance. Il y aurait pas... C'est ça aussi. Il n'y aurait pas Jay... Non. Jay-Z, Production-wise, oui. Après, bon, ça c'est des débats pour d'autres. En tout cas. Mais on est un polypop quand même. En tout cas, Blueprint, c'est quand même mon album préféré de beaucoup de Jay-Z. production de Kanye. Ouais, voilà. Donc, voilà. Glowzy, parle-moi dans votre site internet, voilà, c'est toi qui t'as un petit peu t'as rajouté des éléments par-dessus les photos que vous avez prises pour tes photos de presse. T'as expliqué que l'art visuel, ça fait partie de tout ça, de tout ce que vous faites, et c'est vraiment quelque chose de lié. Comment est-ce que t'as commencé à... Est-ce que c'est difficile de faire ça dans un environnement où il y a pas, où on valorise pas beaucoup la financiarisation des artistes visuels et d'un certain côté aussi les DJ quand t'es pas successful, est-ce que donc comment est-ce que tu as réussi à incorporer ça tout ensemble? Je dirais que c'est quand même fou parce que j'ai commencé à faire du graphisme en même temps à peu près que quand j'ai commencé à mixer. OK. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau et ça s'est honnêtement fait tellement naturellement que je pourrais pas vraiment dire que j'y ai pensé. C'était juste normal pour moi que on ait des visuels qui reflètent notre musique. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à faire des traits sur nos visages, à faire le logo aussi qui est tout simplement nos deux visages en blanc mais qui sont un à côté de l'autre. C'est vraiment cette idée de juste nous représenter visuellement. Parce que je pense, je sais que je suis pas la seule non plus, encore une fois, il y a sûrement qui ont dit ça avant moi et qui diront après moi, mais que l'art en général est tout simplement une entité qui s'exprime par différents médiums. Et pour moi, la musique a une couleur. Comme pour les VJ ou pour ceux qui s'occupent de faire des lumières dans des concerts en général, quand tu vas à un concert, tu penses qu'il va y avoir des lumières et les lumières vont aller avec la musique. Donc cette idée-là que il y a des couleurs qui peuvent se voir à travers la musique. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est juste tenter le plus possible de retranscrire notre son, donc ce qu'on joue, ce qu'on produit aussi maintenant, à travers des visuels. Et c'est comme ça que notre site en est venu.
Est-ce que c'est ton cas? Parce qu'il y a des gens qui... c'est dans leur psychologie, en fait, de penser à des couleurs quand ils écoutent de la musique. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as rencontré des gens qui c'est leur cas? OK, ouais. Je dirais que, honnêtement, tu me dis maintenant, et j'ai déjà entendu ça avant. Je pensais que juste tout le monde était comme ça. Donc, je pensais que c'était normal de penser à des couleurs en écoutant de la musique. Mais c'est vrai que j'avais vu, je ne me rappelle plus exactement le terme, car ce qui paraît, c'était pas nécessairement tout le monde qui pensait, qui avait ça. Ouais. Juste entendre une musique et tout de suite penser à comme bleu. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'est de plus en plus développé parce que je trouve qu'on est dans une période où est-ce que l'art visuel est souvent annexé avec le DJing ou avec les performances musicales, qu'on pense aux lumières qui sont projetées pendant les concerts ou à la montée du VJing aussi en ce moment. Ouais. Comme il y a très peu de concerts où est-ce que tu vas aller, où est-ce qu'il y aura juste la musique et une lumière qui va rester la même pendant toute la soirée, pendant toute la performance. Et quand il n'y en a pas, ça affecte l'appréciation des gens de la soirée. Ouais. Ça peut littéralement faire en sorte que les gens aient une autre compréhension de la musique. Je suis sûre que peut-être que ça a déjà été fait, mais si jamais ça n'a pas été fait, ce serait une étude de cas quand même intéressant, qui est juste un band ou un DJ ou peu importe, un groupe musical qui fasse une performance avec des lumières qui s'annexent à la musique et une autre où est-ce que c'est juste une lumière blanche. Ouais. Il y a de très fortes chances que les gens trouvent que la musique avec la lumière blanche n'était pas aussi bonne que ça. Juste parce qu'il n'y a pas l'aspect visuel qui vient pas accompagner, mais qui clash avec ce qui est représenté. Ouais. C'est important, c'est très important. Il me semble qu'il y en a eu. En tout cas, t'es au département de psychologie de ton université. Oui. Tu pourras faire ces recherches-là. Zandoli 2, Glosy et Tonton Haussmann, merci d'être là encore. Merci à toi. Juste rapidement, avant que je vous laisse prendre le contrôle du vaisseau choc.ca, est-ce que vous pourriez rapidement me dire qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines, prochains mois en termes de projets? Il y a beaucoup. En vrai, ça sera surtout notre deuxième édition de Vice Versa qui sera en janvier. On n'a toujours pas annoncé la date, mais ça sera pour bientôt, donc stay tuned. Okay. Et of course, on a quelques gigs durant le mois de décembre. Et donc ça aussi, ça va voir sur notre site et sur les réseaux sociaux, les différentes dates séparées ensemble. Mais vraiment, c'est le content, original content de notre part en tant que Zandoli 2, notre premier release de original content en tant que tel dans les prochaines semaines, prochains mois. Et compilation non, musique ok, de vous, de produite musique par vous. Ok, nice. de Zandoli 2 dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est ça aussi, ça sera le lancement de tout ça. Et vraiment, voilà, encore des performances à Montréal et peut-être ailleurs. Nice. Glosy, je sais que t'as une gig demain. Oui, avec Mims pour le Holiday Jam de Music is My Sanctuary. Donc, on est 8 DJ, je pense, qui vont s'enchaîner entre 8h du soir et 3h du matin. Donc, c'est demain de 8h du soir à 3h du matin au 180 grammes. Yes. Et sinon, aussi, samedi, on a notre émission mensuelle à Antennas. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, de 7h à 9h du soir. Yes. Donc, c'est ça qui s'en vient. Sinon, les autres dates, c'est sur notre site web, zandoli.zone, et aussi sur nos réseaux sociaux, zandoli.2, sur Facebook et Instagram. Yes. Merci encore à vous d'être là. Glosy, Tonton Haussmann, on va partir en mix tout de suite. Donc, restez branchés, vous écoutez Polypop. Je suis avec vous jusqu'à 5h30.